Pour attraper la maladie, il faut presque snorter. C'est comme les gens qui se font une ligne de cocaïne. Il faut vraiment respirer très près. Donc, c'est pas en voyant le rongeur qu'on l'attrape. La chance de mourir de l'hantavirus, que ce soit Cynombre Andes, est à peu près 3 à 4 fois moindre que la chance de mourir foudroyé par la foudre. Et c'est un narratif qui veut gérer la société par la peur, parce que quand toute une population a peur, on leur fait gober n'importe quoi. C'est pas en embrassant quelqu'un, en faisant un hug, comme dans le cas de la grippe, qu'on va attraper l'hanta. Ça, je dois être clair. L'hydroxychloroquine peut bloquer les synthèses virales d'hantavirus. C'est parce qu'on a des ARN contre quoi que ce soit qui nous donne une dépression immunitaire temporaire chez certaines personnes pour pouvoir fonctionner qu'on peut choper de l'hantavirus. Il est évident qu'on fait une grande opération comme ça parce que le titre de Moderna battait de l'aile et que Moderna dit à ses investisseurs il y a quelques mois « Oh, si on n'a pas une nouvelle pandémie, on s'en sort pas. » Et donc on crée la nouvelle pandémie. C'est une croisière qui tourne au drame. Le MV Ondus, reliant Ushuaia en Argentine au Cap-Vert, est bloqué en mer à cause d'un hantavirus qui a fait déjà 3 morts. L'OMS soupçonne même ce mardi une transmission interhumaine. Alors, est-ce grave? Est-ce une future pandémie? Bonjour à tous, je m'appelle Martin Zizi, je suis médecin mais aussi professeur. Je suis professeur dans des universités en Belgique. Je suis aussi biologiste moléculaire parce que j'ai fait MD, PhD et puis j'ai fait une solide formation en physique. Et j'ai publié toute ma vie entre la clinique, la biologie moléculaire et la biophysique. Et j'ai fini par, en travaillant entre les États-Unis et l'Europe, avoir une carrière double entre académie et gouvernement. Et je fus jusqu'à quelques années le directeur scientifique médical à la Défense belge. Donc j'ai créé un département d'épidémiologie. J'ai fait beaucoup de choses, mais c'est pas le principal. Le principal, c'est que je voudrais vous dire des choses sur l'hantavirus, parce que je vois toute cette crise et toutes ces crises sanitaires depuis maintenant 6 ans déjà. Je les vois par des multiples prismes, vu mes multiples casquettes. En plus, dans mon labo militaire, on a étudié l'hantavirus pendant plus d'une dizaine d'années parce que c'est une zoonose de pertinence militaire. Et je vais vous expliquer ça. Donc d'abord, qu'est-ce que l'hantavirus? L'hantavirus, c'est un virus, il y a plein de sérotypes, c'est un virus qui se trouve chez les rongeurs. Vous pensez, le mot technique c'est Apodemus sylvaticus, c'est les petites souris, les mulots, les surmulots, les rats. Et pourquoi est-ce un problème? Parce que on peut l'attraper, les humains peuvent rentrer en contact avec les rongeurs et donc attraper cet hantavirus qui peut, pas toujours, leur donner une maladie. En fait, l'hantavirus était découvert dans la guerre de Corée parce que c'était, en fait, il y a une rivière en Corée qui s'appelle Hantan et c'était une fièvre hémorragique liée à cette région, sur morsure de rongeurs ou sur éventuellement contact trop rapproché avec des rongeurs. Et il y a plusieurs hantavirus. Il y a, on appelle les hantavirus du monde ancien, c'est-à-dire l'Europe. Il y a 7 ou 8 souches différentes qui donnent principalement des fièvres hémorragiques. Ça veut dire que c'est un syndrome grippal avec une fièvre, mais en même temps on a des hémorragies, on a un syndrome rénal. Et puis il y a au Nouveau Monde le même virus, mais avec d'autres souches, Cynombre ou Andes, qui lui donne plutôt des syndromes pulmonaires. Bon, du côté européen, contrairement à ce qui est dit dans les médias qui deviennent fous ces jours-ci, c'est qu'il n'y a presque pas de mortalité. D'abord, pour attraper ce virus, il faut ramper dans les bois, il faut être en contact avec les excréments ou l'urine de rongeurs. Donc même si on chasse la souris en tant que profession, on ne rentre pas en contact toujours, on ne respire pas des excréments si on va dans des locaux bizarres ou qu'on doit ramper sous des maisons, là oui. Et pourquoi est-ce un risque militaire? Et je vous explique maintenant, ça devient clair, parce que quand l'armée, pas les pilotes, mais les fantassins rampent dans les forêts, se cachent ou vont dans des endroits, justement des caves et des égouts, ils peuvent respirer ou inhaler ou ingérer, désolé d'être clair, des excréments de rongeurs, principalement urine ou d'éjection.
Et il y a quelqu'un récemment sur Internet qui m'a fait bien sourire parce que pour attraper la maladie, il faut presque snorter. C'est comme les gens qui se font une ligne de cocaïne. Il faut vraiment respirer de très près. Donc, c'est pas en voyant le rongeur qu'on l'attrape. Ça, c'est une première chose. La mortalité des souches européennes, pour rester simple, est très faible. C'est en dessous du pourcent, ou autour de 1, 2, 3%. Mais c'est surtout si on ne traite pas. Parce que quoi, on meurt pas du virus. On a les symptômes de fièvre hémorragique. C'est sûr que si vous laissez la personne dans le coin d'une pièce, ça va pas bien se passer. Mais dès que vous avez des symptômes de grippe et que ça commence à saigner ou avoir un syndrome rénal associé, vous le traitez et on traite symptomatiquement. Et alors il y a 0 mort. On peut avoir des complications parfois pulmonaires comme des surinfections bactériennes. Mais s'il faut, on ira en dialyse. Mais vous comprenez que cette histoire de mortalité que les télétoubies, les experts de la télé qui n'ont jamais touché un virus de leur vie, mais qui en parlent si bien, eux, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent un chiffre hors contexte. Bon, c'est sûr que si on laisse la mortalité globale peut être mesurée, mais ça inclut des régions du monde. Et il faut savoir qu'en Chine, il y a énormément de cas, mais là, on ne les soigne pas de la même manière. Souvent, ils ne sont même pas reconnus. Mais dans le monde occidental, il n'y a pas de problème. Et je vais dire, pour illustrer mon propos, en Belgique, nord de la France, on a les statistiques aussi au Hollande, mais en Belgique, parce qu'on a mon labo a surveillé ça de manière épidémiologique, dans le cadre des labos sentinelles pour la santé publique, et bien en Belgique, on a en moyenne entre 150 et 350 cas par an. Personne dans le pays n'en a entendu parler, parce que c'est un non-problème. 300, parce qu'il y a un cycle de 3 ans avec ce virus. Donc, selon les cas, on a, par sérologie positive, qu'on ne fait pas PCR, je vais y revenir, entre 150 et 300 cas par an, même parfois 350, et personne ne s'en rend compte parce que ce n'est pas un problème de santé publique. Premier point. Si je viens maintenant avec les souches américaines, Andes sin Hombres, ils ont plutôt des syndromes pulmonaires, et en fait, ce qui se passe, c'est que ils ont un peu plus de taux de mortalité, mais encore une fois, c'est 4 à 10%, et pas les 50 à 60% comme des fous furieux vous racontent sur les news. Ces 4 à 10% de mortalité sont en cas de non-soin, ou dans des cas vraiment graves où on est venu trop tard. Mais même aux États-Unis, c'est pas un pays sous-développé. En fait, la chance de mourir de l'antivirus, que ce soit Sinombre Andes, est à peu près 3 à 4 fois moindre que la chance de mourir foudroyé par la foudre. Donc en fait, il y a à peu près une trentaine de cas par an aux États-Unis, et dont un tiers, on va dire 30% de mortels, donc on va dire une mortalité énorme. Oui, mais les États-Unis, c'est pas un pays où les gens sont bien soignés et où on a accès aux soins tout de suite. Donc en gros, on a plus de mortalité que si on s'en occupait de manière très étroite. Mais même en omettant que la mortalité de ce monstre, c'est 30%, on a 30 cas par an aux États-Unis. 30%, ça fait 10 morts. Il y a à peu près plusieurs centaines de gens foudroyés par la foudre, dont entre 20 et 30 morts par an aux États-Unis. Je ne sais pas, la statistique doit se trouver selon les années. Donc on a 2 à 3 fois plus de chances de mourir frappé par la foudre que de mourir de l'anta. Je vous dis dans cette première séquence, l'antavirus, ce n'est pas un problème. C'est un danger, comme beaucoup de choses dans la vie, de même qu'attraper une méchante grippe et ne pas se soigner est un danger. Ok, mais ce n'est pas un grand problème comme les news le font. Un syndrome pulmonaire dû à hantavirus, a priori celui qui serait incriminé dans cette croisière. Et là, le taux de létalité, c'est-à-dire la mortalité, est tout de même de 50 à 60%. Nous avons un problème médiatique. Si on se rappelle du début de Covid, il y avait un bateau en Yokohama, les États-Unis, il y avait un malade au départ, il y en a eu 2, 3 à l'arrivée, et puis on a gardé le bateau en quarantaine. C'est important ça, parce qu'on garde les gens dans leur cabine, isolés avec l'air conditionné et le recyclement d'air, et donc on est arrivé d'1 ou 2 personnes, parce qu'on garde 15 jours à port en quarantaine avant de les laisser débarquer. On a eu 600 cas. Je ne sais pas si c'était vraiment des cas sérologiques, des cas PCR, mais on avait des cas, ça veut dire des gens qui ont été en contact avec le virus, dont 14 morts.
Si on avait laissé les gens débarquer tout de suite, on n'aurait pas eu ce problème-là, parce que confinés dans des cabines, c'est ce qu'ils ont fait, est la meilleure manière pour infecter éventuellement son partenaire ou sa famille. Et de toute façon, comme il y a une recirculation, parce que les bateaux, il y a beaucoup de cabines, il faut recirculer, il y a de l'air conditionné, mais tout n'est pas filtré. Et c'est pas comme dans les avions, il y a des épars-filtres systématiques. Et donc, on finit par avoir certains problèmes, et donc on s'auto- et on cross-infecte. Donc ça, c'est l'histoire du bateau. Si on regarde aussi dans Covid, on a eu tout de suite des PCR. Alors on dit, c'est le golden standard. Oui, mais il faut bien les calibrer. Parce qu'un vrai malade, pour tomber malade, c'est pas avec un virus, c'est pas avec 10 virus. Pour le SARS, il fallait 1 million de virus par millilitre. 1 million par millilitre. Les PCR dans toute l'Europe étaient calibrés pour être positifs à partir de 30 virus par millilitre. 30, 1 million. Donc c'était des faux cas. Les vrais cas très malades avaient en général des CT, vous savez le nombre de cycles d'amplification des PCR, qui tournaient autour de 6, 8, 10. Et on prend une marge de sécurité, donc on peut aller jusqu'à 15. Mais quand on arrive à 22, 23, on arrive entre 1000 et 30 virus par millilitre. Donc là, on n'a même plus les marges de sécurité, on est dans la folie pure. Et quand on sait que les PCR en France tournaient autour de plus de 35 parfois, et en Allemagne on était à 42, 45, 48, ça a été de la folie furieuse, ce qui explique qu'on avait 80% de faux positifs sur un test qui n'est pas bon. La PCR n'est pas un test qui est prévu pour aller faire un fishing trip, pour aller à la pêche quand on ne sait pas ce dont on parle, et surtout chez les non-symptomatiques. C'est encore un cas analogue avec SARS, on a des malades asymptomatiques. Non, soit on est malade, soit on n'est pas. Je reviens dans une minute au cas des porteurs sains. Donc les asymptomatiques qui sont pas malades, on peut trouver le virus parce que si j'ai été dans une pièce où je me malade, il y a des virus sans arrêt dans l'air. Et donc, quelque part, il est toujours possible de trouver une molécule, 2 molécules, 10 molécules de quoi que ce soit dans notre corps. Ce qu'Aaron Mullis avait expliqué quand il disait qu'il ne faut pas utiliser les PCR pour détecter l'HIV. Par contre, à quoi servent les PCR? Eh bien, elles sont très utiles. Quand on a des symptômes, c'est un test de confirmation. On hésite entre plusieurs animaux, plusieurs bêtes, en plusieurs germes, et donc on peut confirmer. Mais et les spécialistes qui connaissent l'épidémiologie et qui connaissent ce qu'est la biologie clinique, en fait, les PCR sont un test qui ne peut pas être utilisé dans un screening asymptomatique parce que sa valeur prédictive pré-test, je répète pour les professionnels, la valeur prédictive pré-test, ils peuvent contrôler, est extrêmement faible. Par contre, une fois qu'il y a des symptômes, la valeur de confirmation est forte. Donc voilà, ça c'est encore un des troisièmes points communs avec cette fameuse crise Covid. Et puis, il n'y a pas de traitement, quatrième point commun. Et puis, mais il y a un vaccin, cinquième point commun. Donc, le narratif est exactement le même scénario. Et alors, c'est assez gênant parce que il y a eu des articles dans la presse, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs. Ça y est, avec l'antivirus, maintenant, les complotistes reviennent. Dites, les amis, les journalistes, calmez-vous. Parce que je peux assumer d'être complotiste, mais je ne le suis pas. J'ai peut-être plus de diplômes que vous n'en avez jamais dans 10 vies. Mais nous, complotistes, entre guillemets, nous sommes tombés à court de complot. Tout ce qu'on dit depuis maintenant 6 ans sur cette histoire des dérives biotechnologiques se révèle être vrai. Donc, s'il vous plaît, soyez plus créatifs, donnez-nous des vrais complots pour qu'on puisse passer pour les idiots que nous ne sommes pas, parce que nous sommes à court de complots. Ceci n'est pas un complot, ce que je décris, c'est juste de la bêtise sous pression commerciale avec des gens malveillants. Et donc, c'est le même, et c'est un narratif qui veut gérer la société par la peur, parce que quand toute une population a peur, on leur fait gober n'importe quoi, on leur fait signer n'importe quoi, et ça va très loin dans la surveillance, et on peut parler d'utiliser les moyens de communication presque de manière technofasciste, et tout ça, c'est imposé par un leadership qui a peur des réactions de sa population qui se déconnecte. Donc, c'est là où il y a un narratif toxique qui doit être, qu'on doit combattre bas à pas et qui doit être démoli. Donc, il n'y a pas de pandémie mondiale. Je voudrais aussi rajouter sur les pandémies, quand un virus est très mortel, il ne peut pas se disperser aussi facilement. Imaginez, c'est comme une réaction en chaîne, c'est comme la réaction d'une bombe thermonucléaire. À chaque atome qui se casse, il doit générer assez de neutrons pour aller casser d'autres atomes. C'est la même chose que le virus chez nous. Si un virus ne me tue pas et me laisse tousser et infecter tout, en quelques semaines ou quelques mois,
selon l'espèce, il va prendre la planète, mais c'est parce qu'il ne tue pas. Si un virus tue 20%, 40%, 50% des gens, on peut penser à Marburg, on peut penser à la fièvre de Lassa, Nipah, à Ebola, avec 40 à 50% de mortalité. Il ne peut pas créer de pandémie, parce qu'à chaque fois qu'il y a un mort, c'est comme un atome qui ne pète pas, et donc il n'y a pas de neutrons libérés, donc les chaînes s'arrêtent. La réaction en chaîne des infections s'arrête. Il ne faut pas être le pape, il ne faut pas être grand clerc notaire, il ne faut pas être doté de multiples diplômes universitaires pour comprendre ce simple fait d'une réaction de proche en chaîne. Vous pouvez faire le petit dessin sur le papier, vous verrez que si vous mettez des croix et que vous arrêtez les transmissions, par définition, ça ira moins vite et moins loin. Donc les gens qui disent un virus est tellement dangereux parce qu'il va vite, sont des gens qui doivent, soit ils le disent parce qu'on leur a dit de dire, soit ils doivent réviser un peu leurs notes parce qu'ils ont tout raté et rien compris. Donc parfois, il y a malheureusement des gens qui veulent créer des narratifs et qui aident des virus à être lâchés. Donc ce qui se passe sur ce bateau, pour moi, est un peu suspect, surtout qu'il y a le capitaine et le médecin de bord qui a dit qu'il y avait une mort naturelle. Il y a des gens qui sont des scientifiques à bord de ce bateau, donc des gens comme moi, c'est aussi un peu bizarre. Et troisièmement, il peut y avoir des rongeurs et des rats sur les bateaux, mais je vous ai dit, il faut vraiment ramper à fond de cale et aller snorter comme de la coke pour avoir la maladie, donc il y a un problème. Si maintenant il y avait un patient qui était infecté au départ, les transmissions de Andes humain to humain, sont si extrêmement rares. Elles sont un peu plus fréquentes que les transmissions des souches européennes, mais la principale cause de transmission chez Andes aussi, c'est les rongeurs et c'est les excréments de rongeurs. Donc voilà, je crois que nous avons un narratif ad hoc fait pour engendrer de la peur et les parallèles sont tellement graves et tellement gros qu'on finit par se demander si on n'est pas pris pour des idiots, quoi. On va vous montrer ces images en direct, il est 7h55. Le bateau, le Hondus, ce navire de croisière foyer de l'antavirus, est arrivé au port de Granadilla en Espagne. Il n'accoste pas, il est au mouillage, mais le débarquement des passagers, d'une partie de l'équipage, va bientôt commencer. Comment soigner des malades atteints ou qui seraient touchés par l'anta? Disons que ce virus, on va vous dire sur les news, a une longue période d'incubation. Ça peut être 4 à 6 semaines. Et donc c'est dangereux parce que qu'est-ce qui peut se passer ces 4 à 6 semaines? Ouais, tant qu'on ne touche pas, tant qu'on n'est pas malade, on n'affecte pas les autres. Ça, c'est un premier point. Ok, donc ces 4 à 6 semaines, ce n'est pas une période de contagiosité. Ok, c'est pas vrai. Donc, ce qui se passe, et c'est très clair, c'est que si on a des symptômes, on peut affecter d'autres. Bon, les symptômes, ça peut être la toux, ça peut être les contacts proches avec les néphrite urinaires, etc. On peut s'infecter avec l'anta en étant dans la même famille, en ayant des contacts rapprochés journaliers. C'est pas en embrassant quelqu'un, en faisant un hug, comme dans le cas de la grippe, qu'on va attraper l'anta. Ça, je dois être clair. Mais donc, comment? Il y a des traitements possibles. Bon, il y a eu par le passé des antiviraux, c'était des inhibiteurs d'enzymes parce que ce virus a une enzyme qui l'amène dans la cellule pour pouvoir éventuellement aider la cellule à fabriquer du nouveau virus et à leur sortir, etc. Et il y avait la ribavirine, pour mon glitch lingual, mais ce qui se passe, c'est qu'il y avait une molécule antivirale qui avait été testée, validée, même en double aveugle, etc. Ça date des années 86 et au milieu des années 90, on en avait encore. Donc ça, on a un premier. Tous ces médicaments ont été parfois oubliés, mais ils sont toujours autour de nous. Je ne sais pas si ça reste dans la notice que c'est bon pour anta, mais ils ont marché et ils étaient très bons pour anta. Antavirus, je veux dire. À côté de ça, il y a des vaccins anciens et des vaccins modernes, avec le fameux vaccin maintenant en ARN. Mais il faut savoir une chose, je suis pour un moratoire de la technologie ARN, mais venons maintenant, oublions ça, venons sur le vaccin ARN. C'est une zoonose. Ces virus sont des zoonoses, ça veut dire que c'est des rongeurs, et une politique de vaccination de masse pour protéger l'espèce humaine contre un virus zoonotique, c'est 1, une connerie, 2, une fausse politique, et 3, une illusion. Comme dans SARS, c'était aussi une zoonose. Donc à partir du moment où les virus peuvent se transmettre entre animaux et puis venir chez nous, c'est pas le contact humain qui est primordial pour la transmission. Ça, c'est le secret des zoonoses. Donc l'histoire de on va vous guérir, on va vous protéger avec des vaccins, je vais être poli, j'ai pas envie de dire que c'est de la couille, mais vous aurez compris ce que j'aurais eu envie de dire. Donc premier point.
pour les vaccins. À côté de ça, il y a des molécules qui ont été testées, validées, parfois sur patients, le plus souvent sur animaux ou dans des modèles cellulaires, et elles marchent parce que je vous explique pourquoi. Ces molécules ne passent pas par le récepteur viral. Ça, c'est important. Un virus a un récepteur sur les cellules. Mais qu'est-ce qui se passe avec Anta, comme SARS? Il doit rentrer dans la cellule et est pris par une petite vacuole, une vacuole d'endocytose. C'est comme une petite bouboule à l'intérieur de la cellule qui contient du milieu de fluide externe. Ce n'est pas encore l'intérieur de la cellule, bien que ce soit à l'intérieur des cellules. Donc, à partir du moment où j'ai cette vacuole, ce qu'on appelle un endosome, l'endosome terminal, il doit subir une acidification pour permettre à la protéine de fusion, une des protéines de l'enveloppe du virus, de faire un petit trou dans la membrane pour libérer le matériel viral, pour aller vers la biochimie cellulaire, vers les gènes, vers les enzymes, etc., pour aller vraiment à l'intérieur des cellules, à l'intérieur chimique, biochimique des cellules, pour parvenir à se reproduire, à faire des virions. On appelle les virions les petits virus, donc les virus filles. C'est un mot qu'on emploie en science, mais il est peut-être pas adapté, mais il est mignon, virion. Donc, pour faire du virion, il faut qu'on sorte de la vésicule. Et il y a une dépendance stricte du pH, donc de l'acidité à l'intérieur de cette vésicule. Donc, toutes les drogues, toutes les molécules qui interfèrent avec le pH de ces vésicules terminales vont bloquer le passage du virus du milieu vésiculaire, qui est interne mais qui n'est pas interne, vers le cytoplasme, vers le vrai milieu intérieur cellulaire, et vont donc empêcher la reproduction de virus, donc pas de maladie, très peu de charge virale. Donc c'est une question de dose, tout ça, mais en gros, ça tue le virus et ça sauve les patients. Et qui on retrouve là-dedans? Des vieux antibiotiques qui sont plus sur le marché. On peut penser à bafilomycine A, Brefeldina, mais on trouve autre chose. On retrouve par exemple la bonne vieille hydroxychloroquine. Et ce qui est cerise sur le gâteau, il y a un des grands experts de la crise Covid qui a menti chaque jour, 24/7, à la population belge, un copain des gens qui ont manigancé la première fausse pandémie, on va dire, et ben ce docteur Mark Van Rans, professeur Mark Van Rans, un de mes collègues, c'est lui-même qui a publié il y a une paire d'années, enfin, je crois que c'était, je ne me rappelle plus, mais c'était il y a 10 ou 15 ans, quand il avait testé l'hydroxychloroquine contre l'hantavirus, il a dit « Oh, ça marche ». Bon, c'est pas sur l'étiquette. Alors, qu'est-ce que cette histoire d'avoir un germe reconnu sur une étiquette d'un traitement ou pas? Ça s'appelle in-label or off-label. D'abord, vous devez savoir que les médecins, légalement, c'est vrai en France, c'est vrai en Belgique, c'est vrai dans toute l'Europe, je ne sais pas tous les pays, mais en gros, on peut prescrire en tant que médecin hors étiquette, c'est ce que je voulais dire. Donc, on peut prescrire de l'off-label, comme on appelle. C'est notre responsabilité, parce que si on devait se limiter aux étiquettes, une pharmaceutique fait un produit A contre une maladie, on va dire Z, ok? Mais elle a validé, elle a reçu l'autorisation pour la maladie Z. Mais il se fait qu'il y a une maladie Y qui ressemble très fort à Z, mais on l'a pas mis sur la notice. Ça veut pas dire que ça va pas marcher sur Y. Ça veut dire que c'est pas sur la notice. Mais comme on fait quand même des études en médecine, les biochimistes aussi, on sait ce qu'on fait, on dit, on va l'essayer aussi parce que c'est bon à prescrire. Donc vous comprenez. Et les firmes choisissent uniquement les niches qui leur apportent un maximum. Ça veut dire qu'on choisit la maladie Z versus la maladie Y parce que le marché sur la maladie Z remporte plus de sous que la maladie Y. Donc c'est ça l'histoire des labels et des autorisations mises sur le marché sur une indication. C'est les indications qui sont sur la notice. Et on peut prescrire hors indication. L'hydroxychloroquine est tel cas d'école. Elle aurait très bien marché avec l'AZT, avec l'azithromycine sur le SARS. Tout le monde, ça a fait hurler les politiques, mais on la retrouve ici. L'hydroxychloroquine peut bloquer les synthèses virales d'hantavirus. Pourquoi? Et ça passe pas, et ça n'est pas spécifique. C'est un produit qui agit de manière chimique sur un processus fondamental cellulaire, le passage et l'entrée d'un virus du milieu extérieur vers le milieu intérieur de la cellule. À partir du moment où c'est de la biophysique, il n'y a pas photo. Tous les virus à enveloppe qui passent par ces vésicules sont hors jeu. Tous. Ça veut dire qu'il y en a pas mal. Et d'ailleurs, le professeur Mark Van Rans en Belgique avait fait une liste. Donc voilà. Donc, on sait traiter. Et il faut traiter aussi les symptômes, parce que, je vous ai dit, ces virus peuvent quand même, si on prend
tard, ou bien chez certaines personnes sont plus sensibles à avoir des effets graves. Je vous ai parlé des syndromes rénaux hémorragiques et des syndromes pulmonaires, donc les deux catégories. C'est pas rien, ça veut dire que parfois ça amène des gens en clinique ou en soins intensifs, il faut traiter symptomatiquement, mais il n'y a pas de catastrophe. On utilise le chapeau nouvelle épidémie, nouvelle je ne sais pas quoi, alors qu'en fait, c'est des effets secondaires des vaccins. Alors, il faut savoir que les infections à hantavirus faisaient partie de la liste que avait nommée Pfizer, dont je parlais dans mon livre Les apprentis sorciers. Il faut savoir que si, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, je suis allée sur VigiAccess, j'ai toujours les mêmes réflexes. VigiAccess, qui est la base de données des effets secondaires de l'OMS, on tape les vaccins Covid, on va sur la rubrique infection et infestation, qui concerne 5% des effets secondaires rapportés des vaccins, des injections Covid, et là, on tombe sur 4 cas d'hantavirus, contre les 3 pauvres cas dont on est en train de nous faire tout un pataquès, 3 cas dont, je rappelle, on n'est même pas certain, puisque le commandant de bord a dit qu'ils étaient morts de mort naturelle. Il y a des gens, et non des moindres, qui ont rapporté, oui, mais l'hantavirus est un effet secondaire possible des injections ARN. Je me porte en faux, pas parce que c'est pas vrai, c'est parce que c'est le mécanisme qui est faux. Les vaccins ARN, et j'en ai parlé en haut et en large, pour fonctionner, pour produire de la protéine spike, ils doivent à tout prix inhiber et diminuer méchamment l'immunité innée naturelle. Or, l'immunité innée naturelle, si on la bloque, elle est non spécifique, on a la porte ouverte à tous les germes, un peu comme les patients quand les patients HIV passent en phase SIDA. Ça veut dire qu'on a un syndrome d'immunodéficience acquis, ça c'est les patients HIV, dans cette technologie, sur, je sais pas, mais on estime entre 1,8 et 3% des gens, ceux qui font des zonas par exemple, ils sont en immunodépression temporaire. D'ailleurs, ça a été publié, des immunodépressions temporaires post-vaccino-ARN. Pourquoi? Parce que si on n'inhibait pas, c'est grave. L'immunité innée, c'est-à-dire la partie génétique du système immunitaire, il n'y a pas de production de spike. Donc c'est un médicament qui, pour fonctionner et produire l'antigène, doit inhiber notre première ligne de défense. Voilà. Alors, ça veut dire qu'on peut attraper tous les virus, on peut attraper tous les bactéries, on peut attraper tous les champignons, on peut aussi attraper des cancers parce que l'immunité innée permet de ralentir très fort les cancers pendant des années, donc ça s'accélère. On peut aussi attraper des parasites. Et tout ça, c'est vu. Post-ARN, post-injection d'ARN, beaucoup de gens qui n'avaient aucun problème SARS devenaient positifs pour SARS. Bah, c'est parce qu'ils étaient en immunodépression temporaire pour quelques semaines à quelques mois, et ils sont devenus sensibles au virus. Il y a eu beaucoup de reports d'infections fongiques, d'infections bactériennes, post-vaccin, et même les parasites. Et donc, l'hanta, qui est un virus qui existe, et certaines personnes sont en contact par leur profession ou par accident avec lui, il est donc normal de les avoir. Mais je ne crois pas que ce soit un effet secondaire spécifique. C'est donc lié à la plateforme ARN qui nous donne une immunodépression temporaire qui fait que notre système immunitaire est ouvert à tout vent pendant une certaine période. Et ça dépend de la génétique des gens, ce qu'on appelle en langage châtier leur complexe HLA, mais ça dépend aussi évidemment de leurs propres facteurs de risque. Et un des marqueurs les plus qui me parle le plus, c'est tous les gens qui font un zona. Le zona, pour tout clinicien qui se respecte et qui n'a pas oublié tout ce qu'il a appris à l'UNIF, c'est un signe. Quand on a fait le vaccin étant jeune ou qu'on avait fait la maladie étant jeune aussi, quand on a un zona à l'âge adulte, qui est le varicelle zoster, donc on a, c'est le même virus que la varicelle, on a un problème d'immunité. Ça veut dire que notre virus qui était resté en système nerveux trouve une chance de se réexprimer, parce qu'il est en terminaison nerveuse, donc au niveau de notre peau. Ce virus trouve donc une chance de se réexprimer et de venir à notre peau, parce qu'on est faible immunitairement. Voilà. Donc, je crois en effet que ça se passe, mais l'effet secondaire post-ARN n'est pas spécifique. Il est en effet lié à cette dépression immunitaire. Donc, je suis d'accord avec ceux qui disent c'est un effet secondaire, mais je veux prévenir les gens, le mécanisme, c'est pas parce qu'on injecte de l'ARN pour Spike qu'on va attraper l'hantavirus. C'est parce qu'on a des ARN contre quoi que ce soit, qui nous donne une dépression immunitaire temporaire chez certaines personnes pour pouvoir fonctionner, qu'on peut choper de l'hantavirus. Je crois ou j'espère avoir été clair.
le politique, avec son narratif, devient un peu fou et veut montrer qu'il sait faire des choses. Donc il y a des caméras qui vont au bateau, on va séparer les gens par nationalité. Je voudrais savoir quelles sont les identités de ces gens, parce qu'il y en a beaucoup qui sont des scientifiques, ça me paraît un peu suspect. Bref, on va les mettre dans des bus, on va les envoyer. Quand on voit les images, ça a l'air d'être insynchronisé, parce qu'il y a d'un côté, sur le même, au moment où ils voient les gens, il y a des gens avec un uniforme de protection, vous savez, comme dans les tenues de film, ça s'appelle des packs qui sont de classe 3 ou de classe 4, et à côté de ça, le chauffeur du bus qui a rien, donc il y a un peu de cirque là. Bon, mais hormis le comique de la situation, il y a des grandes décisions, et donc le Premier ministre de la France va dire on va prendre des mesures. Il y a un problème avec ça, prendre des mesures sur un non-problème. Merci monsieur. Il serait temps que vous arrêtiez de mentir au peuple. Et ça, je peux le dire que comme ça, j'ai pas envie de perdre mon temps pendant des minutes à dire qu'ils ont tort sur tout. Et raison sur quasi rien. Merci monsieur, s'il vous plaît, partez et ne faites surtout rien parce que vous allez faire pire. Et surtout avec des PCR qui sont des faux malades. Je viens d'en parler en long et en large, donc je ne vais pas me répéter, j'en ai un peu marre aussi. Il y a également en phase préclinique toujours le Vido et le partenariat Moderna Université de Corée qui sont vraiment les plus avancés sur l'injection ARN messager contre les hantavirus, mais également CureVac, qui détient un brevet de 2023 sur des vaccins ARN messagers contre les hantavirus, entreprise qui est en cours d'acquisition par, roulement de tambour, BioNTech. Quand on parle de l'économie des soins de santé, il faut savoir une chose, c'est que dans tous les pays occidentaux, États-Unis, France, Europe, etc., l'économie des soins de santé, c'est entre 16 et 20% du produit intérieur brut des pays. C'est énorme. 16 à 20%, c'est énorme. Et c'est en général sur toute l'Europe, par exemple. Mais ça veut dire que ça attire des appétits et des intérêts, parce que il faut payer les médecins, il faut payer les hôpitaux, il faut acheter des scanners, mais il y a aussi les traitements. Et donc, il y a une capture de certaines agences d'État ou de certains processus décisionnels par une industrie qui veut créer un pipeline direct entre l'argent des taxes et de notre santé et leur caisse. Donc, c'est ce qui s'est passé un peu dans Covid, et on s'en est tous rendu compte plus ou moins, parce qu'on a acheté des milliards de doses de vaccins inutiles, et maintenant les firmes veulent parce qu'il fallait les prépayer, etc. Bref, c'est un marécage mental incroyable, et en plus il y a de la corruption, on sait que ces contrats, blablabla, je ne veux pas y rentrer ici. Mais donc, l'arnaque des tests PCR pour faire croire une pandémie, oui, et l'objectif derrière cette opération est de nous faire acheter des milliards d'euros de vaccins ou de dollars de vaccins, en effet. Et pourquoi ? Et je me suis posé beaucoup de questions, mais pourquoi ils vont là ? Et je me dis qu'on a affaire à une tempête, ce qu'on a dit en anglais perfect storm, une tempête optimale. C'est-à-dire d'un côté, on a une industrie qui ne veut plus assumer les investissements de sa recherche. Faire un nouveau médicament sur Terre qui ne serait pas un anticorps va coûter entre 1,5 et 1 milliard d'euros, à cause principalement de tous les tests qu'il faut faire, pour les tests de validation nécessaires. Et donc les firmes disent ça vaut pas la peine. Et donc, il y a des maladies dont on ne s'occupe plus. Par exemple, elles ne veulent plus faire de nouveaux antibiotiques alors qu'on a peut-être 5 à 6 nouvelles familles d'antibiotiques qui seraient opérationnelles en les 2-3 ans. On n'en parle pas. On laisse les résistances se développer, etc., etc. Donc, il y a au départ un business model des firmes pharmaceutiques et de biotechnologie qui est un peu à bout de souffle. Elles voudraient que l'État paye la recherche, mutualiser les pertes ou les investissements et qu'elle garde tous les bénéfices. En gros, c'est ça. J'ai parlé avec certains de ces industriels quand j'étais aux affaires pour le gouvernement belge, et c'est un peu l'impression qu'ils peuvent donner. Ils osent, hein, mais c'est leur jeu, ils doivent défendre leur boîte face à un État qui a des besoins de protection de santé publique. Je n'aime pas, mais je vous dis, ça me choque, mais ça fait partie du jeu. Donc il y a un premier vecteur, c'est ça. Et ils ont trouvé avec les vaccins une poule aux œufs d'or, pas pour l'argent uniquement, c'est parce que un vaccin, ce n'est pas une validation médicale normale. Un vaccin, ce qu'on appelle une fast track, ça veut dire une procédure ultra rapide où il ne faut pas tout faire. On appelle ça, en Belgique, l'exemption vaccinale. Je ne sais pas quel terme en France, mais elle existe dans tous les pays. Donc, présenter n'importe quel médicament comme un vaccin, ça permet de chanter et de diminuer les coûts. Donc vous comprenez pourquoi maintenant certaines firmes parlent de la plateforme ARN comme processus générique pour tous les produits. Well, c'est pour éviter les
les processus complets de régulation avec les études de phase 1, phase 2, phase 3 et même la phase 4 qui est un monitoring permanent du produit une fois qu'il est approuvé sur le marché. Donc, en faisant à minima, on déprime les coûts. Aller aussi vers les ARN et ces vaccins, qui ne sont pas des vrais vaccins, c'est juste de la thérapie protéique, et ça permet aussi d'avoir une seule chaîne de fabrication. Vous savez, si vous avez un produit, imaginez une firme qui fait 3 antibiotiques, un antiacide et une pilule. Ça fait 5 ou 6 produits. Pour chacun de ces produits, il faut des salles blanches, salles stériles, des chaînes de production. Et si on en vend beaucoup, il faut plusieurs chaînes de production par type de produit. Donc ça fait des investissements lourds en termes d'infrastructure. Avec les ARN, j'ai une seule chaîne de production, un seul endroit, et je mets dans la cassette génétique qui va me trouver dans le véhicule viral ARN, je mets ce que je veux. Donc la même chaîne de production peut produire le matin tel produit, l'après-midi un autre, etc. Et donc en gros, voilà du côté des firmes les pressions financières. Maintenant, il y a des gens, principalement à Davos, qui se sont rendus compte que la Chine communiste, elle n'est pas capitaliste. C'est vraiment de la nomenclatura, c'est comme l'Allemagne de l'Est ou la Russie avant la chute. Donc, la Chine communiste a montré qu'il est possible d'avoir une économie de marché biaisée, donc un capitalisme de connivence entre les élites du parti, mais de faire des milliards aux investisseurs. C'est intéressant. Pourquoi alors rester avec des Européens ou des Américains ou des Sud-Américains africains qui sont infernaux, qui se plaignent, qui votent, qui sont jamais d'accord, alors qu'on a une population bien stable, dans un système qui les contrôle bien avec un crédit social intégral, et donc, vous savez, les investisseurs, ça veut de la stabilité. Et donc, quelque part, il y a un deuxième vecteur qui est un choix fait par des élites à Davos du modèle de contrôle social, donc imaginez technofascisme, electronic identity, etc., parce qu'ils voient le futur là-dedans, face à des gens en Europe qui sont baignés dans leurs droits individuels, qui sont horribles. Il faut des droits collectifs, bien entendu. Sachant que quand on nie l'individu face au collectif, on peut tuer l'individu pour sauver le collectif, ce qu'un certain petit moustachu germanique avait aussi implémenté dans d'autres temps et d'autres lieux. Donc en gros, on a ce deuxième vecteur. Premier vecteur, c'est l'industrie qui a quelques problèmes. Deuxième vecteur, c'est des investisseurs, des groupes financiers, mais surtout des élites intellectuelles mondialistes à Davos. Et d'ailleurs, une fois par an, ils ont aussi un Davos en Chine, mais de ça on ne parle pas parce qu'ils sont en train de faire la transition, eux. Donc, il y a à côté de ça d'autres gens, principalement je sphère, j'appelle Verdache parce que ce ne sont pas de vrais écologistes, ce sont des gens que j'appelle des malthusiens. C'est des gens qui croient que pour sauver la planète, il faut tuer l'humain parce qu'on est trop. Nous sommes le carbone dont il faut se débarrasser. Et donc ces gens-là voient aussi une occasion de créer, géré par la peur, pour diminuer la reproduction humaine et pour garder les choses sous contrôle. Et derrière tout ça, il y a éventuellement aussi les politiques qui, eux, veulent toujours contrôler leur population, quoi qu'ils fassent, gérés par narratif, et aussi avec la prévarication ambiante. Pourquoi refuser de s'en mettre plein les poches au passage? Donc, on a plein de vecteurs qui font qu'on a réussi des crises majeures parce qu'il y a des gens et des acteurs différents qui contribuent dans la même direction pour leurs propres raisons. Donc c'est la collusion, j'allais dire, des imbéciles ou des méchants, ou des malveillants, ou des prévaricateurs. Et voilà ce qui se passe. Et donc, il est évident qu'on fait une grande opération comme ça, parce que le titre de Moderna battait de l'aile, et que Moderna dit à ses investisseurs il y a quelques mois, « Oh, si on n'a pas une nouvelle pandémie, on s'en sort pas. » Et donc, on crée la nouvelle pandémie. C'est quand même triste. Et maintenant, c'est des gens comme moi, comme d'autres, vous avez plein de Français comme Perron, Alexandra Henrion-Caude, et je ne veux pas commencer à les nommer parce qu'il y en a plein, et alors ils vont être jaloux parce que je ne cite pas leur nom. Je veux dire, il y a plein de gens, même au niveau de la médecine de base, la médecine générale, même au niveau qui sont fait attaquer par l'ordre des médecins, etc. durant Covid, ça va être le même cirque ici. Ils essayent de faire le même cirque, et ça peut marcher parce que la presse a bondi et les médias ont bondi là-dessus de manière très rapide, et donc nous, il nous faut être aussi rapide. Mais ici, tombe sur un os parce qu'il y a quand même des gens, principalement les milieux de la défense, qui ont utilisé ce virus et qui le connaissent bien. Donc moi, je les attends de pied ferme avec une batte de baseball, et on verra les crânes fracassés quand ils iront raconter leurs mensonges, quoi, parce qu'il y a un moment, il faut arrêter d'être bête et méchant. Alors, autre chose que je voudrais dire en terminant, c'est qu'on parle de gain de fonction. Faire un gain de fonction
sur ce genre de virus, c'est pas chose aisée. Ok, je peux juste que dire ça. Ça m'étonnerait extrêmement fort que ce soit un virus modifié. Ok, c'est pas aussi facile que SARS parce que c'est pas la même bête et c'est pas la même chose. Par contre, en faire un meilleur aérosol, par exemple, en ayant des préparations de virus lyophilisés et en mettant des répulsifs dedans. Un peu comme si on mettait des charges positives ou des charges négatives, mais uniquement un type de charge sur le lyophilisé à sec, ça veut dire qu'il va se disperser plus vite. Donc on peut mécaniquement ou on peut chimiquement altérer la surface d'un virus ou des tensioactifs, faire en sorte qu'il se disperse plus. Ça en fait pas quelque chose qui cible plus l'humain ou qui va faire plus de dégâts. Ça fait quelque chose qui va se disperser plus, ce qui peut, in fine, contaminer plus de gens, mais comme je vous dis, on sait traiter. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à vos questions, mais je crois que nous vivons des moments formidables où des gens compétents et qui parlent en n'ayant aucun conflit d'intérêt sont amenés à devoir se taire pour permettre à des gens moins compétents en plein conflit d'intérêt d'avoir le jeu. Donc voilà, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle semaine, ça va devenir très intéressant.